Gilles Kepel. On en vient au dossier iranien, je le disais, les lignes bougent. On va commencer par écouter Donald Trump, dernière déclaration depuis la Maison-Blanche. Avez-vous donné aux Iraniens une date limite pour conclure un accord? Oui, bien sûr. Leur avez-vous communiqué les conditions? Oui, je l'ai fait. Ils allaient pendre 837 personnes et je leur ai dit, si vous le faites, vous allez en payer le prix fort comme personne auparavant. Alors ils ont fait marche arrière et je leur suis reconnaissant. Mais beaucoup de personnes ont été tuées, donc on verra ce qui se passera. Ce que je peux dire, c'est que l'Iran veut un accord. Voilà, un accord, la voie diplomatique qui semblerait privilégiée finalement, enfin en tout cas aux dernières nouvelles de la Maison-Blanche. Comment vous l'interprétez? Non, je crois qu'il faut être prudent. Dans le même temps, les renforts continuent à affluer et les Israéliens aujourd'hui ont déclaré qu'ils avaient fourni toutes sortes d'informations supplémentaires aux États-Unis. L'objectif étant, si vous voulez, aujourd'hui, on est un peu dans un effet Hiroshima, c'est-à-dire on va menacer l'Iran de l'apocalypse, qui ne sera pas nucléaire comme Hiroshima, c'est vraiment l'apocalypse absolue, s'il ne cède pas. Et on est là dans un moment où à la fois les Iraniens veulent gagner un peu de temps. Ils ont effectivement dit, il n'était pas question de parler du nucléaire, maintenant, bon, on va le faire, mais à condition que, etc. À condition d'être à armes égales. Voilà, enfin bon, c'est-à-dire, c'est comme si on disait rien du tout, disons. Et mais pendant que le Trump parle, je pense qu'il gagne du temps parce que à l'heure actuelle, mais gagner du temps pour frapper ou pour mieux négocier? Pour avoir une capacité de frappe telle que, un moment post-Hiroshima potentiel, si vous voulez, que le régime iranien ne puisse plus résister. Oui. Ce qui a pour conséquence soit qu'il s'effondre de l'intérieur, soit qu'il est renversé. Mais je ne pense pas qu'il faut prendre très au sérieux en disant en temps réel, on est là pour une solution. Ça m'étonnerait que tout à la fin... Donc pour vous, cette armada navale qui a même été renforcée, elle est en train de se renforcer. Elle est destinée à envoyer un message clair et net. La pression, si vous voulez, augmente sans cesse. Et les sources israéliennes que je consultais juste avant de venir sur le plateau... Alors, je vous en prie, faites-nous partager. Oui, merci. Explique, il faut... Elle valent ce qu'elle valent, bien sûr. Chacun est dans sa propagande. Mais explique qu'à l'heure actuelle, le dispositif militaire américain qui est dans le Golfe et autour n'a pas la capacité de menacer l'Iran d'une frappe d'une ampleur telle que le régime n'aurait pas la possibilité de survivre. Donc, on négocie plus ou moins, mais on fait monter la pression militaire. Mais alors, il faut bien comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a des options militaires qui auraient été présentées, selon le New York Times, selon des médias américains, au président américain. Quelles sont les cartes qu'il a en main? Est-ce qu'un scénario à la vénézuélienne, une capture ou un assassinat du guide suprême, vous y croyez? Oui, écoutez, ça semble difficile qu'on trouve une Delcy Rodriguez en Iran qui ouvre la porte et qui dise Khamenei est caché derrière, voilà. Allez-y, emmenez-le se faire, menotter à New York pour l'inculper pour trafic de drogue. Vous avez vu qu'une opération terrestre n'est pas exclue dans ces sources de presse? Oui, tout est possible. Force Delta pour détruire des sites nucléaires qui auraient pu survivre. Ça implique qu'il y ait vraiment un parapluie de dissuasion absolument gigantesque. Ça veut dire d'avoir une capacité de pulvériser les casernes des gardiens de la Révolution. Or, ce que l'on peut savoir, c'est qu'on n'en est pas là au jour d'aujourd'hui, peut-être dans quelques jours, mais ce dont on a l'impression quand même, c'est que cette armada n'a pas été envoyée là pour faire un tour dans l'eau et ensuite repartir. Mais comment s'en servir concrètement? Eh bien, on la renforce et on met une pression qui monte sur l'Iran. Alors, vous savez que la situation intérieure est catastrophique. Alors, l'Internet a été rétabli plus ou moins après 3 semaines, ce qui permet à un certain nombre de commerces, ceux qui ont survécu malgré la coupure, puisque vous savez que l'Iran est un pays extrêmement connecté, ne peuvent plus fonctionner. Par exemple, pendant 3 jours, comme la dévaluation du rial a atteint des sommets où il faut 1,5 million de rial pour faire $1. C'était 1 470 000 quand les incidents ont commencé. Bien sûr, personne ne peut payer en cash.
C'est comme quand on était jeune, on apprenait la République de Weimar et les gens qui venaient avec des brouettes de marque pour acheter du pain. Ça n'est pas possible. Et un distributeur ne vous permet pas de payer quoi que ce soit. Donc, les seules transactions possibles sont des transactions avec des cartes en numérique. Revenons aux possibilités. Et je vous passe la parole, Richard, dans un instant. Je sais bien que vous n'avez pas la vérité, mais l'idée de se venger de ce qui s'était passé sous Carter avec l'ambassade américaine, avec des troupes au sol, une opération très sophistiquée, ça, vous ne l'envisagez pas? C'est pas possible. Ça avait été une catastrophe, l'histoire de la tentative. Oui, la tentative de les sortir, parce que justement, ils n'avaient pas les moyens de faire ça. J'avais connu d'ailleurs à l'époque aux États-Unis celui qui avait monté ça. Il s'était recyclé à l'université après. L'université dans le lieu de recyclage des politiciens et des militaires incompétents, probablement, entre autres. Et ça n'avait pas du tout marché. Je pense que là, pour l'instant, il n'y a pas encore la capacité de changer. Et la sanction économique massive, le blocus naval sur le pétrole, le port de Bandar Abbas. Oui, ça, c'est quelque chose à quoi qui s'y frotte, si j'ose dire, puisque vous avez pas seulement le pétrole iranien, il n'y a pas tellement qui sort, c'est du pétrole, le contrebande, ça. En revanche, vous avez un flux gigantesque de pétrole qui sort des Émirats, de gaz, mais même celui qui est liquéfié, qui sort du Qatar. L'Arabie Saoudite, c'est maintenant plutôt de l'autre côté, mais vous n'allez pas avoir le détroit d'Ormuz, quand on fait un flotteur qui explose là-dedans, ça ne détruit pas que les bateaux iraniens, ça détruit tout ce qui passe. Donc ça veut dire que vous prenez le risque, quand vous êtes Donald Trump avec des élections à mi-mandat dans quelques mois, d'avoir le pétrole qui fait un bond en avant, même si les États-Unis aujourd'hui, grâce au pétrole et au gaz de schiste et à la fracturation hydraulique, ont bien sûr beaucoup de ressources en eux-mêmes, mais le prix va quand même monter. Donc là-dessus, sur le blocage du détroit d'Ormuz, je pense que ce sont des enjeux qui dépassent, si vous voulez, ce sont des enjeux d'hydrocarbures mondiaux qui dépassent simplement la capacité de frappe ou pas frappe. Mais pour vous, la pression, elle est militaire, parce qu'on pourrait imaginer une pression économique. Il y a des dizaines de milliards dans ces pays du Golfe, pétromonarchie, des gardiens de la Révolution. La fortune du guide s'élève à 90 voire 100 milliards de dollars. Si les Américains avaient les moyens de les geler, est-ce que c'est un moyen de fracturer le régime? Je ne suis pas sûr qu'il les ait mises dans une banque de Manhattan. Non, voilà. mais avec l'aide des pétromonarchies. Oui, il y a de l'argent iranien à Dubaï, bien sûr, mais ça, c'est pour le cash, pour les transactions. Ouais. Il ne nous a pas échappé que l'homme fort des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed, était à Moscou, où il s'est entretenu avec Vladimir Poutine. Donc, les Arabes du Golfe aussi prennent précaution pour que les États-Unis ne fassent pas des choses qui soient à leur détriment, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas convaincu qu'ils agissent pour interrompre les flux. D'accord, mais est-ce qu'ils retiennent aussi les frappes, comme ils l'ont fait la première fois, les pays arabes voisins? Ils disent qu'ils les retiennent. Ils essaient juste de sauvegarder leurs intérêts. Oui, non, ils disent qu'ils les retiennent parce qu'ils craignent que la bête blessée iranienne ne donne un coup de griffe et puis détruise. Le Qatar est très fragile, etc. Les Émirats ont plus de moyens par rapport à l'Iran. On voit des missiles iraniens sur ces pays-là. Oui, ça, ils l'ont déjà fait. Avec les bases américaines. Les Qataris ont déjà... les Iraniens ont déjà fait un peu de mise en scène en tirant sur le Qatar, qui exploite le même gisement gazier. Enfin, à part que les Iraniens n'ont pas de quoi l'exploiter, c'est les Qataris qui le font et qui touchent une rétrocommission, disons. Je pense, c'est pour ça que je crois que la question proprement militaire, proprement économique, les États-Unis font très attention parce que justement, il ne faut pas heurter le système économique du Golfe qui fait partie du système économique occidental. En revanche, la concentration sur l'option militaire forte et la montée de la tension jusqu'au point où, en Iran, à l'intérieur du système, ça se délite, ça pète, je ne sais quoi. Ça, c'est probablement, me semble-t-il... La question aussi, c'est quelle force de riposte possible côté iranien? Oui, et puis surtout, ça va avec la riposte. Déjà, l'état du régime iranien aujourd'hui, parce qu'on parle de l'ayatollah Khamenei, on parle des gardiens de la révolution, mais selon vos informations, j'allais dire, qui dirige vraiment le pays et est-ce que c'est solide, ce qui est en place aujourd'hui?
Si je le savais, je pourrais m'arrêter tout de suite comme agent d'enseignement. C'est difficile, évidemment, de le savoir. C'est un des régimes les plus fermés du monde. Et alors peut-être est-ce que les Israéliens ont des informations, puisque leur taux de pénétration à l'intérieur de l'Iran, comme on l'a vu lors de la guerre des 12 jours, était extrêmement impressionnant, parce qu'ils lançaient même des missiles de l'intérieur de Téhéran sur d'autres cibles à Téhéran. Donc moi, je n'en sais rien personnellement, mais à ce jour, il me semble quand même que l'ayatollah Khomeini comme clé de... Khamenei, l'héritier de Khomeini. Voilà, c'est ça. Comme clé de voûte, au sens de la cathédrale gothique, si j'ose dire, du régime, tient toujours. Et le jour où cette clé de voûte tomberait, effectivement, on pourrait envisager que des tendances différentes s'exposent, comme ça s'est passé au Venezuela. Or, pour l'instant, le système a toujours alterné un président réformateur, un président réactionnaire. Si vous voulez. Et ils ont fait ça pendant un certain temps. Nous, les gens comme moi pouvaient, par exemple, avoir très facilement des visas pour aller en Iran pendant les périodes de président réformateur. On arrivait à voir à peu près qui on voulait. Puis tout d'un coup, c'était fini, la récré était terminée. Ils prenaient des otages. Donc maintenant, on n'y va plus du tout, bien sûr. Et on a l'impression que, par exemple, dans les événements récents, les malheureux réformateurs, entre guillemets, on ne leur a pas demandé leur avis. Au début, Pezeshkian, le président, plutôt, entre guillemets, réformateur, c'est la réputation qu'il avait, il faut bien comprendre que, bien sûr, il y a des agents israéliens, américains et autres qui sont des méchants, mais on comprend que, effectivement, c'est la raison pour laquelle il y a eu la précipitation de la crise, c'est la faillite de la banque des Pasdaran, qui ont fait une espèce de pyramide de Ponzi et qui ont ruiné une grande partie de cette classe moyenne iranienne qui, au fond, s'accommodait du régime, surtout que le régime a été obligé de céder depuis 2022 sur le voile. Quand vous regardez des photos, des films les peu vieux, on a quand même, dans les beaux quartiers, les femmes ne portent plus le voile, dans les quartiers populaires encore. Voilà. Alors, ça, c'est pour le diagnostic intérieur. On va essayer de voir un peu les scénarios possibles. Côté iranien, très clairement, les Américains, Marco Rubio dit que l'Iran est plus faible que jamais. Je vais vous demander votre avis. Mais ce soir, et depuis quelques jours déjà, le ton monte du côté de Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. À propos des États-Unis, nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises et je le répète encore une fois, la République islamique d'Iran, tout comme elle est prête à négocier, est également prête à la guerre. Nous sommes plus préparés qu'avant la guerre de 12 jours et comme durant cette période, nous avons répondu aux agresseurs avec force. Ce sera la même chose cette fois-ci. Voilà, le ton monte évidemment du côté iranien. Il y a aussi un conseiller de Khamenei qui dit « Toute frappe américaine se retournera contre Israël ». Que veut Israël aujourd'hui ? Si vous prenez les propos de Trump sur lesquels vous m'avez interrogé au début, vous prenez ceci, vous les mettez l'un en face de l'autre et c'est un miroir inversé, si vous voulez. Donc, ça fonctionne en système. Chacun dit c'est moi qui est la plus grosse, si vous voulez. Or, pour l'instant, c'est certainement les Américains qui ont beaucoup. Les Iraniens disent si on nous touche, on a les moyens de taper. Alors, ils disent Israël, mais ils pensent très fort aux États du Golfe. Donc, ils n'osent pas le leur dire parce qu'ils veulent les ménager, mais c'est là que c'est le plus dangereux. Donc, c'est plus les États du Golfe, comme vous nous l'avez expliqué. Je voudrais vous montrer une carte, quand même, de l'arsenal iranien, parce qu'ils n'ont quand même pas rien, les Iraniens, loin de là. Regardez, il y a toute une série de missiles à longue portée qui peuvent aller toucher jusqu'aux frontières de l'Europe, le nord de l'Italie. Jusqu'à Milan. Jusqu'à Milan. Voilà, et la frontière avec la France. Est-ce que les frappes iraniennes peuvent causer des vrais gros dégâts? Est-ce qu'il faut les prendre au sérieux? Bon, alors, effectivement, ils ont la possibilité, en termes balistiques, d'arriver jusqu'à Menton, chez moi, mais je ne pense pas que sur le trajet, ils ne seront pas interrompus, quand même. Donc ça, il faut... Ces cartes-là, si vous voulez, donnent une idée un peu déformée de la réalité. C'est de la portée, mais évidemment, il y a des pays qui interceptent au passage. Je pense que surtout, le vrai enjeu, c'est effectivement, et c'est peut-être aussi pour ça que les Israéliens poussent les États-Unis à empiler des choses. Parce que pendant ce temps-là, eux sont en train de faire venir d'Ardar des missiles balistiques pour reconstituer ce qu'on appelle leur dôme de fer, c'est-à-dire le système de défense antimissiles. Les Iraniens ont tiré des quantités de missiles sur Israël pendant la guerre des 12 jours
et notamment une quantité de leurres. Ce qui fait que le leurre arrivait sur le ciel israélien, un missile partait et c'était un missile perdu. Donc, il y a eu une déplétion, comme on dit dans cet anglicisme, de leur stock. Oui, et Israël a souffert de pertes lourdes. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, autant que l'on sache, ces choses évidemment sont des spéculations secrètes, je n'ai pas la prétention de donner des chiffres exacts, mais tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les Israéliens ne sont pas favorables à une attaque immédiate parce qu'ils risquent de prendre... Eux aussi ont besoin de temps. Voilà. Ils ont besoin d'un peu de temps, donc plus les Américains font monter la pression, plus eux, pendant ce temps-là, font venir des missiles, renforcent le travail de renseignement, d'intelligence entre les deux pays et prennent petit à petit l'Iran dans la nasse. Je crois que c'est ça la stratégie. C'est pourquoi je crois qu'il faut relativiser, j'ai vu toutes les unes aujourd'hui, ça y est, c'est la paix. Oui, il y avait... Les grands journaux ne parlent plus que de l'ICE. Enfin, vous voyez, quand on regarde les titres, on se dit, on comprend bien qu'il faut... Vous avez raison de nous ramener sur terre. Tourne, mais... Alors, il y a un scénario qui est quand même souvent évoqué, je ne sais pas s'il est évoqué à juste titre, c'est le scénario libyen. C'est-à-dire une intervention qui fasse la différence, qui décapite le régime, et le chaos qui s'ensuit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure, même avec le déploiement de forces américaines qu'on est en train de voir? Bien sûr, on peut même, moins loin que la Libye, le scénario Saddam Hussein. Et c'est ça que tout le monde a en tête, y compris parmi les opposants iraniens qui... J'ai des amis, des étudiants ici qui mangent un mollah cuit dans du vin au petit déjeuner tous les jours, mais qui vivent dans la hantise d'un effondrement du système où d'un côté, des forces centrifuges iraniennes, par exemple les Kurdes, les Baloutches et autres, fassent leurs petits empires. L'autre jour, il y avait une manifestation à Paris, place du Panthéon, contre le régime. Il y avait avec une fémène qui donnait un spectacle. Il y avait aussi des gens avec les drapeaux kurdes. Les Iraniens du quartier latin n'avaient pas du tout envie de voir ces Kurdes avec leur drapeau parce que ça voulait dire que l'empire d'Iran allait s'effondrer en petits morceaux et que ça allait devenir Saddam Hussein, c'est-à-dire l'équivalent d'un Daesh, la guerre civile, etc. Il y a aussi cette dimension-là sur laquelle le régime joue en disant certes, on n'est pas terrible, mais on maintient, pour l'instant, il n'y a pas de guerre civile. Cela étant, ce propos aujourd'hui n'est plus, à mon avis, tenable. Oui. Comme il aurait été avant, puisqu'on parle aujourd'hui quand même d'environ 30 000 morts. Alors là encore, je n'ai pas fait les comptes, mais c'est ce que dit la rapporteuse de l'ONU. Alors 30 000 morts, ça commence à faire bouger les choses, si c'est le cas, ou c'est cette ampleur-là. En 2 jours. En 3 jours, oui, 2-3 jours. Alors on a bien sûr, et c'est justifié, on s'est beaucoup inquiété qu'il y a eu 70 000 morts à Gaza, dans la guerre d'anéantissement de Netanyahou en 2 ans. Donc, il ne s'agit pas de faire des calculs sordides et qui n'auraient pas d'intérêt. Mais 30 000 morts en 2 jours, c'est quand même fort. C'est pas que ça a fait beaucoup bouger un certain nombre de consciences ici, pour d'autres raisons qu'il ne me retient pas d'analyser. Mais je crois que pour la population iranienne, quand même, il y a un avant et un après ces massacres. Une fois que ce régime sera renversé, certainement, ça sera sans doute quelque chose qui apparaîtra comme le point de non-retour. Vous voyez ? Alors pendant longtemps, l'Iran a aussi rimé avec menaces terroristes ici, chez nous, en Europe. On connaît les réseaux. Est-ce que cette menace terroriste, on peut considérer qu'aujourd'hui elle a disparu ? Alors c'est vrai que avant le phénomène djihadiste large qu'on a traité dans notre livre avec Jean-François Ricard, qui commence au début des années 90, avant, vous avez un autre type de terrorisme islamiste qui est téléguidé par l'Iran. C'était les réseaux iraniens qui manipulaient des Iraniens, ou bien alors des immigrés comme Hezbollah, oui, Fouad Ali Saleh, c'est l'attentat de la rue de Rennes, etc., qui était dû à des règlements de compte, enfin, au sens propre, puisque l'Iran souhaitait forcer la France à lui rendre l'argent qui avait été confisqué parce que le Shah d'Iran avait mis dans les banques françaises pour financer le programme nucléaire iranien de l'époque, que les mollahs ont continué d'ailleurs à porter. Alors ça, c'est effectivement une hypothèse. Il y a eu de temps en temps des opérations, notamment pour tuer des moudjahidines du peuple. Il y avait des gens qui ont été arrêtés. Il y avait une réunion à Villepinte où il y avait des assassinats qui avaient été produits au stade de Villepinte. Aujourd'hui, tout cela, c'est une arme qui n'a pas tellement été utilisée. Les Iraniens, régime iranien, utilisent plutôt les otages. Ils ont des gens qui sont pris, par exemple,
Là, vous savez que l'une des raisons pour lesquelles la France est quand même très prudente dans son propos, c'est que nous avons ce couple qui sont toujours à l'ambassade de France à Téhéran. Qui sont sortis de leur épouvantable prison d'Evin, mais qui ne peuvent pas sortir de l'ambassade. On a compris d'ailleurs la difficulté pour la France de reconnaître les gardiens comme groupe terroriste passée en procès, parce qu'accusée d'être passée des réseaux sociaux. Et le deal était, on va l'expulser, et comme ça, pour l'instant, c'est bloqué. Pour conclure, non, on aurait énormément d'autres sujets. Il y a aussi le rôle de la Turquie. On a énormément de choses. Je vous propose de revenir parce qu'on est dans l'attente et on a besoin de votre expertise. Je vais renvoyer à votre livre. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Merci infiniment, Gilles Kepel. Merci à vous, Richard Verly. Et je renvoie à la lecture de votre dernier livre avec Jean-François Ricard. Donc, Antiterrorisme, la traque des djihadistes. C'est chez Plomb. Merci et pardon pour cette conclusion quelque peu brutale.